Bonjour à tous, nous voilà à Naples, parce qu'à quelques kilomètres, par là-bas, il y a une des sources les plus extraordinaires de l'histoire, Pompéi. Au 1er siècle, Pompéi est une ville côtière de la Campanie, donc vraiment super importante, qui compte 15 000 habitants. Alors le 24 août 79 de notre ère, donc au début de l'Empire, eh bien, le Vésuve, qui jusqu'alors était pris pour les Pompéiens pour une montagne tout à fait classique, commence à cracher des feux et des cendres. Cela va terroriser progressivement la ville de Pompéi, mais la grande majeure partie des Pompéiens ont déjà fui la ville au début de l'explosion des cendres. Ceux qui vont rester sont ceux qui vont être refoulés par la mer, puisqu'il y a un grand tremblement de terre, une sorte de tsunami en fait, qui empêche les gens de fuir la ville. Si on sait aussi bien les conséquences de la catastrophe, c'est parce qu'on a eu un témoin à l'époque qui s'appelle Pline le Jeune, qui a écrit tout simplement de visu tout ce qui s'est passé pendant l'explosion du volcan. Les cendres elles vont recouvrir à presque 20 mètres Herculanum, un petit port pas très loin qui va être donc arasé, et vont recouvrir 4 mètres à Pompéi. Et si Pompéi tout simplement est resté emprisonné dans la cendre, c'est parce que les curateurs à qui on a donné les sous pour essayer de réhabiliter la ville n'ont pas voulu le faire parce que ça aurait été beaucoup trop cher. Donc certaines familles vont creuser des tunnels sous la ville pour aller récupérer ce qui était précieux, parce que quand même dans la ville il y avait des marbres, il y avait des fresques, des trucs comme ça. On a même retrouvé des cadavres de gens qui ont été asphyxiés en essayant de passer pour récupérer tous leurs biens. Quand même un truc assez fou. Donc on a récupéré des choses. C'est pour ça qu'il manque des objets, il manque des représentations, mais aussi déjà de cette époque-là. Alors il y a les siècles qui vont passer, les cendres vont se recouvrir, il va y avoir une dune qui va recouvrir complètement Pompéi, elle disparaît, on l'oublie complètement. À peu près au XVIe siècle, XVIIe siècle, de temps en temps, en creusant, on tombe par hasard sur des morceaux de la ville. Et c'est qu'au XVIIIe siècle, véritablement, qu'est redécouverte la ville. Au moment où on commence à faire les fouilles, à creuser, l'idée géniale de l'archéologue, c'est de faire des moulages. Donc quand il tombe sur un squelette, au début ils sont tombés sur une première de squelette, il met du plâtre dedans, liquide, et ça va permettre de faire un moulage du corps. Donc une fois que le plâtre est saisi, on retire de la cendre le plâtre avec le squelette, et ça fait un moulage complet du corps, quoi. Donc on a vu les corps tétanisés des gens, asphyxiés et brûlés, quoi. Ça donne un réalisme inouï et inoubliable. À Pompéi, qu'est-ce qu'il y a? Pompéi, c'est une ville fantôme. Alors évidemment, ce qui est fantastique, c'est de se promener dans les ruelles, des fresques un petit peu à tous les coins de rue, des mosaïques extraordinaires, un forum gigantesque. Ah, du coup, on est sur le forum. Le forum, c'était une sorte de Facebook de l'époque. Tout le monde se montrait sa force, sa puissance et sa réussite sociale.
des thermes qui nous montrent des coloris tout à fait magnifiques, un amphithéâtre qu'on voit derrière où les gladiateurs venaient se battre. Alors, les amphithéâtres, en fait, c'était des jeux, ça passait toute une journée, c'est-à-dire que les Romains, enfin plus exactement les Pompéiens, donc venaient, c'était à l'extérieur de la ville, donc ils venaient pour toute une journée. Ça commençait par, on cramait des bonshommes, après on faisait des combats d'animaux, et ça finissait avec les combats de gladiateurs sur lesquels on pariait. Donc on passait toute sa journée, il y avait des vendeurs ambulants, on donnait des paquets de chips, etc. Et on bouffait comme ça sur les gradins. On séparait les hommes des femmes aussi, parce que sinon ça pouvait un peu dégénérer, enfin, vous imaginez quoi. Ça faisait quand même 17 ans que la ville était en reconstruction, qu'il y avait déjà eu un tremblement de terre à ce moment-là, et donc qui avait chassé un petit peu l'élite urbaine, quoi. Ils étaient partis, et pendant 17 ans, la ville était en reconstruction. Donc une nouvelle élite qui était en lien avec le bâtiment, etc., s'était développée. Et en même temps, très ancrée dans une économie sur le vin, quoi. Il y avait des vignes partout. Et voilà le théâtre antique. Nous entrons maintenant dans la villa mystérieuse des mystères. Et le seul mystère, c'est la référence au fameux mystère dionysiaque, mystère de Bacchus. Pourquoi? Parce que cette villa, qui est la plus célèbre trace archéologique de Pompéi, abrite une fresque exceptionnelle sur 3 murs, qui fait tout le tour d'une pièce, et qui symboliserait l'intronisation dans le culte dionysiaque de Bacchus des jeunes enfants. Donc on montrait un phallus, des trucs comme ça, un peu borderline, quoi. Et Paul Veyne, je m'abrite derrière le grand historien, a critiqué vivement cette interprétation, voyant dans la représentation de cette magnifique fresque juste l'évocation d'un mariage. En effet, chaque personnage sera en fait des allégories de différents personnages du mariage. Il y a un ange ailé qui censé être le protecteur de la jeune chambre des amants, un personnage féminin qui se coiffe et qui serait certainement l'évocation d'une mariée. À Pompéi, la ville remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, et c'est d'ailleurs les grands travaux de fouilles des archéologues à l'heure actuelle. Essayer de savoir l'histoire de la ville avant la catastrophe. Donc au 5e siècle, c'est une ville samnite. Les Samnites, c'était le peuple qui était dans la Campanie. Il va y avoir des guerres d'ailleurs entre les Romains et les Samnites qui vont récupérer le sud. Donc c'est une ville qui a 5-6 siècles au moment de l'explosion du Vésuve. Comme Pompéi, c'est un petit peu une ville qui tombe en ruine. Du coup, évidemment, les archéologues n'ont pas sorti l'intégralité de la ville. Donc il reste un quart de la ville qui est sous terre, encore dans la cendre, qui justement permet d'être protégé, parce que ça coûte du blé. À l'heure actuelle, Pompéi s'effondre, donc le gouvernement a lancé un appel au fonds pour restaurer et déjà essayer de faire maintenir en place ce qui est, pour pas que tout continue à s'effondrer. Alors Herculanum ne peut que envier la grandeur de Pompéi, qui faisait quand même 66 hectares, envier les thermopylium, les fameuses petits endroits qui étaient sortes de troquets de l'époque, avec ces trous là où il y avait des aliments où on venait piocher à la main et manger avec beaucoup de candeur et délicatesse méditerranéenne. Pas ici à Herculanum d'amphithéâtre de 20 000 places, quoi, pas de trucs gigantesques, mais justement parce que la ville a été enterrée sous 20 mètres de roche volcanique, eh bien, elle est conservée avec un réalisme étonnant, beaucoup plus resserré, beaucoup plus petit, des petites ruelles à droite à gauche, des fresques, pas mal de mosaïques. Les mosaïques de Pompéi, la majeure partie ont été enlevées pour être protégées et mises au musée national archéologique de Naples, notamment celle représentant la fameuse bataille d'Issos, opposant Alexandre le Grand à Darius III, perse, qui a vu la victoire du grec et la fuite du grand roi perse. Elle était la cité de villégiature des grands de ce monde. Cicéron en son temps y eut une villa.
ouverte sur le commerce, de par la proximité du port de Pouzzoles, céramique, verrerie. Elle était un centre de commerce important, du textile, mais surtout de la vigne. Elle est aujourd'hui la proie des flammes. Je parle bien sûr de Pompéi. Que dire face à l'indicible? Ivrogne de tous les horizons, un seul cri. Comment vivre sans la vigne pompéienne? Où aller? Avec qui? Pourquoi? Autant de questions que le témoignage brûlant de Pline le Jeune expliquera pour nous ce soir. C'est un jour une sacrée putain de catastrophe. Merci d'être avec nous. Allô? Allô Pline? Pline, vous êtes en direct. Pline, est-ce que vous nous recevez? Oui. Alors, on nous parle d'une catastrophe de type d'éruption volcanique, contre toute attente. Eh bien, mon cher Flavus de la Opus, il se trouve que le Vésuve, la montagne à côté de la ville, est en fait un putain de volcan. Alors j'ai fait quelques recherches et le géographe Strabon l'avait noté, c'est quand même ballot. On comprend l'ampleur de la catastrophe et quelle est votre observation sur place? Bah, pour ce que je vois, écoutez, d'abord à Herculaneum, le petit port non loin, eh bien ils se sont pris 20 mètres de roche volcanique dans la gueule. J'aime autant vous dire qu'ils n'ont pas vu venir les pégus. Pour ce qui est de Pompéi, eh bien, comme Herculaneum, nos concitoyens ne sont pas des tanches, ils se sont tirés, fait ça. On nous parle tout de même de personnes prisonnières des flammes. Ah ben oui, c'est toujours le conon de base qui va voir le spectacle jusqu'au bout, mais que voulez-vous là, bon... ah ben oui, il y en a là, on en voit là sur la plage, bon, ils essayent de quitter la ville avec les bateaux, mais bon, ils se sont pris le raz-de-marée dans la tronche et ils ont été ramenés à terre. J'ai envie de vous dire que bon, ça va être chaud les marrons pour eux. Et quel est votre pronostic pour la fin de la journée? Mon pronostic pour la suite, je dirais que... Oh putain que c'est beau! Ah non mais excusez-moi! Oh mais Flavius, excusez-moi, mais... Oh, la montagne est en train de cracher une gerbe de flammes qui s'élève dans le ciel en prenant la forme d'un majestueux pain! Oh mais que c'est beau! Je vais noter ça parce que... Oh là là, mais... Bien, mais que c'est merci beau. Pline, merci pour ce témoignage brûlant. Non mais c'est la ruine, c'est la ruine. Ça fait juste 2000 ans que c'est là, mais c'est des ruines. C'est des ruines. Donc c'est pas un trésor de l'humanité, du tout. Non, mais non. Ce que je... N'empêche qu'on n'aurait jamais dû, mais alors jamais dû découvrir ça. Non, mais c'est des ruines. Nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê.